Destination Francophonie vous emmène en Serbie. Je poursuis mon voyage en francophonie à travers la Serbie. À Belgrade, j'ai découvert la grande amitié qui lie le peuple serbe et français, né de cette fraternité d'armes vécue lors de la Première Guerre mondiale. Un riche patrimoine architectural et une francophilie palpable témoignent de cette proximité. Je m'en suis rendu compte également en visitant Novi Sad, la bouillonnante ville culturelle du nord du pays et ses liens avec la francophonie. Pour la suite de mon voyage, je décide de me rendre dans le sud, à Niš. Pour me faire découvrir cette ville réputée pour ses habitants épicuriens, j'ai rendez-vous avec Monica. Elle dirige l'Institut français implanté en plein cœur de la ville. C'est ici que les francophones se retrouvent pour suivre des cours avec les meilleurs professeurs de français et emprunter des ouvrages dans tous les domaines au sein de la médiathèque. Régulièrement, Monica anime aussi des cours de conversation en français dans les cafés de la ville. Et que vous disiez tous votre mot préféré. Pour elle, qui a vécu une longue partie de sa vie en France, le retour en Serbie se conjugue avec son désir de transmettre aux habitants de Niš sa passion de la langue française. À toi. Salut Monica. Salut Yvan. Ça va? Très bien, et toi? Bienvenue à Niš. Merci. Tu m'accueilles devant une très belle porte. Oui, Niš, c'est vraiment une ville d'histoire. C'est la troisième plus grande ville de Serbie. Il y a 260 000 habitants et donc cette forteresse, elle a cette particularité d'être en plein centre-ville, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les villes serbes qui accueillent des forteresses. Et elle date du 19e siècle. Niš est aussi reconnu pour avoir été le berceau justement de Constantin le Grand, qui est né ici au 3e siècle. Il a ensuite érigé l'édit de Milan et a ainsi légitimé, je dirais, la chrétienté sur le territoire européen. Tu peux voir aussi, Yvan, là-bas, le rectorat, qui aujourd'hui est le rectorat donc, de l'université de Niš, mais qui a, le 28 juillet 1914, réceptionné le fax indiquant le début de la Première Guerre mondiale. On peut même dire que la Première Guerre mondiale a commencé à Niš alors. Oui. Il paraît qu'à Niš, on aime bien vivre. Oui, effectivement, les Nichois aiment faire la fête, aiment bien manger. Il y a de nombreux restaurants en fait, gastronomiques, ils sont très réputés pour la viande. Il y a un terme en vieux turc, merak, qui signifie profiter justement, c'est de l'hédonisme en fait. Et du coup, les Nichois sont réputés pour être des hédonistes. Culturellement parlant, elle est également renommée à l'international pour son festival international de jazz, Nishville. D'ailleurs, il y a le musée justement du jazz qui se situe à l'intérieur de l'enceinte. Tu me montres? Oui, allez, on y va. On y va. Chaque année, depuis près de 30 ans, un immense festival international de jazz est organisé au mois d'août dans l'enceinte de la forteresse de Niš. Il s'appelle le Nishville Jazz Festival et c'est le plus grand dans tout le sud-est de l'Europe. Les plus grands noms du jazz sont venus jouer à Niš sur 10 scènes différentes. Le musée que nous parcourons avec Monica fait revivre de façon très personnelle les grands moments du Nishville Jazz Festival. Dans le musée, on trouve aussi une exposition de bandes dessinées qui revisite de façon étonnante et originale des monuments et des quartiers de la ville de Niš. Je vais t'emmener voir un lieu très spécial à Niš que le poète Lamartine a vu avant toi. Alphonse de Lamartine est venu ici. Oui, oui, tout à fait. Alors je vais te présenter Stevan Sinjelić. C'est un chef militaire serbe, héros de la première insurrection face à l'Empire ottoman. Et il est connu notamment pour avoir organisé la bataille de Čegar,
Bataille où il y a eu de nombreux morts des deux côtés, de la partie ottomane mais également de la partie serbe. Et la particularité en fait de cette bataille à Cegar, qui se situe non loin de Niš, c'est qu'il y avait une forteresse et lorsqu'il a compris que ses hommes allaient périr avec lui, il a décidé en fait de faire exploser la forteresse. Donc ils ont mis de la poudre à canon partout pour pouvoir tuer un maximum en fait d'Ottomans durant cette bataille. Ça a été perçu comme une victoire chez les Serbes et en signe de vengeance, les Ottomans ont décidé de récupérer justement les têtes des Serbes. Donc ils ont coupé toutes ces têtes et ils en ont fabriqué une tour. Une tour. Une tour, je vais te montrer ça. Ah oui, c'est impressionnant. Alors je te laisse imaginer à l'époque, du coup, il y avait 952 crânes qui ont été mis dans cette tour et utilisés pour fabriquer la tour. Aujourd'hui, il n'en reste plus que 59. En raison du temps et au bout de certaines décennies, les Serbes ont décidé en fait de construire cette chapelle pour pouvoir justement protéger les crânes restants. Mais pourquoi ils ont fait une tour? Là, en fait, on était dans un des axes majeurs de Constantinople, Sofia, allant jusqu'à l'Occident. Et du coup, de nombreux voyageurs, de nombreuses personnes, de nombreux militaires en fait, passaient automatiquement par cette via pour pouvoir rejoindre le nord. Et donc, montrer justement ces crânes et cette tour, c'était une manière pour les Ottomans de montrer justement d'effrayer la population, tout à fait, Yvan, la population locale serbe, mais également montrer leur présence sur le territoire serbe à l'époque. Lamartine, notamment, lors de son voyage en Orient, est passé par cette via. Et du coup, il a écrit quelques phrases concernant justement cette tour que je te laisse regarder sur cette plaque. Qui laisse subsister ce monument, il apprendra à leurs enfants ce que vaut l'indépendance d'un peuple en leur montrant à quel prix leurs pères l'ont payé. Mais en fait, ça, c'est le témoignage d'un poète français pour honorer la résistance du peuple serbe, c'est ça? C'est tout à fait ça. Et il souhaitait également rappeler justement aux Serbes à quel point les ancêtres justement avaient payé leur liberté et que c'était quelque chose qu'il ne fallait absolument pas oublier. On organise la finale du concours de la chanson francophone à Niš. Donc on chante en français dans toute la Serbie? Dans tout le pays, ouais. Et cette année, la finaliste vient justement de Niš et elle étudie dans ce lycée. D'accord, elle s'appelle comment? Elle s'appelle Théodora. On va la voir? Ouais. Chaque année, dans toute la Serbie, des centaines de chanteurs amateurs de 13 à 28 ans tentent leur chance au concours de la chanson francophone de Niš. Depuis sa création en 2004, plus de 1000 jeunes apprenant le français y ont déjà participé. Ils interprètent une chanson francophone devant un jury composé de personnalités, de professionnels de la musique et de la langue française. Cette année, la gagnante du concours est Théodora, qui étudie le français au lycée philologique, au centre de la ville. Ah oui, il est en pleine répétition. Bonjour. Bonjour Théodora. Bonjour. Alors tu as gagné le concours de chansons avec Loane. Et là, qu'est-ce que tu peux me chanter? Dans mes rêves, Pomme. De Pomme. Génial. Bon, on y va. J'allais arriver. Tout le soir je m'endormais, épuisée de compter. Le cœur qui débordait de mots que je chantais déjà, sans savoir ce que la vie m'offrirait, sans y croire, mais déjà je l'espérais dans mes rêves. Bravo Théodora, Merci, bravo. merci. Pourquoi tu as choisi Pomme? Pomme est calme et féminine.
et je me sentais bien quand je chantais. Mais pourquoi tu aimes bien chanter en français? J'aime chanter en général et j'apprends le français dans ma école. Ça te fait du bien? Oui. Tu chantes très bien. Merci beaucoup. Merci. Et bravo d'avoir gagné le concours. Salut. Salut. On se met ici? Ça te va? Ici, oui. Ok, super. Monica, qu'est-ce que tu préfères le plus dans ta ville? La chaleur humaine. Les gens sont accueillants, ce sont des bons vivants et il y a une certaine chaleur typique aux gens du Sud que l'on retrouve chez les Nichois. Pourquoi c'est important pour toi de promouvoir la langue française, la francophonie ici à Niche? En fait, moi, ce qui m'a le plus marqué lors de mes premiers mois ici, c'est quand je rentrais dans des classes justement pour faire découvrir leurs premiers mots de français aux élèves. Les voir émerveillés en fait avec des étoiles plein les yeux, je me suis dit qu'on avait une vraie mission sur place, faire découvrir de nouvelles choses, de nouvelles histoires, une nouvelle culture à ces enfants, aux étudiants, à toutes les personnes intéressées. Et je pense qu'il y a beaucoup de points communs, mine de rien, à Niche et à la Serbie avec la France. Et donc je suis là pour essayer de trouver cette petite flamme commune et essayer de la réveiller chez les Nichois et également partout ailleurs en Serbie. Si tu avais un mot en français pour définir ta ville de Niche, ce serait lequel? Peut-être viande. C'est le premier qui me vient en fait. C'est bien. Ouais. Merci beaucoup de m'avoir fait découvrir la ville des Mérac, la ville des Nichois. Merci, c'est super. Merci Yvon. Maintenant tout au sud de la Serbie, je vais rencontrer un archéologue, il s'appelle Vujadin et cela fait 40 ans qu'il travaille sur un site archéologique qu'on appelle la Pompéi des Balkans. Cela fait 44 ans que Vujadin travaille sur ce site de la cité impériale de Justinia Premia. Il a fait une partie de ses études d'archéologue à Paris et donne encore aujourd'hui des cours au Collège de France. En collaboration avec des équipes françaises, il a consacré sa vie à faire sortir de terre la ville de l'empereur Justinien, un patrimoine encore méconnu en Serbie et en Europe. Bonjour Vujadin. Bonjour Ivan. Ça va? Très bien, merci. Tu m'accueilles dans un site exceptionnel, c'est immense ici. Oui, c'est Tsaritchingrad, en fait, la fameuse cité de Justinien Primar, qui a été construite par l'empereur Justinien Ier, qui a régné de 527 à 565, et c'est le site qu'il a construit en fait en mémoire de la place de sa naissance. Justinien, donc cet empereur romain chrétien, est né en Serbie. Oui, il est né dans une des forteresses aux alentours de Tsaritchingrad. Alors, même son oncle est de cette région qu'il a fait amener à Constantinople. Il est devenu César et puis il était devenu Auguste. Là, on se trouve juste au milieu du forum de Tsaritchingrad et là, on avait apparemment une statue de l'empereur qui dominait en fait cette place et on a trouvé des restes de statues autour dans les portiques, des traces de cette statue en bronze. Et je veux ajouter que les statues en bronze étaient très rares au VIe siècle. On connaît d'après les sources qu'il y avait des statues à Constantinople, dans quelques villes et à Tsaritchingrad. Qu'est-ce qu'il a de spécial ce site? Ce site est très spécial parce que d'abord, il a été créé ex nihilo, en fait. Il a été créé en 527, dans les années 530 à peu près. Et de l'autre côté, c'est un site qui a vécu que 80 ans. Alors tout ce qu'on trouve et tout ce qu'on cherche à Tsaritchingrad appartient au VIe siècle. Donc quand on regarde ici, là, ce paysage, c'est le paysage du VIe siècle qu'on a sous nos yeux. Voilà, en fait ce qui est aussi très important, c'est que tout le paysage en fait, du VIe siècle, d'Antiquité tardive, est conservé à Tsaritchingrad et c'est ainsi qu'on découvre beaucoup de restes qui ne sont pas visibles, mais qu'on découvre grâce aux nouvelles méthodes de prospection.
mais en fait sur la ville, on voit très bien toutes les fortifications. On voit aussi les tracés en fait de l'urbanisme hellénistique, romain, de l'architecture romaine, mais aussi c'est une ville, on peut dire aussi médiévale, parce qu'elle est entourée de forteresses, de remparts. La ville basse était à ses propres remparts, la ville haute aussi, et surtout l'acropole qui domine tout ce paysage du VIe siècle qui est très bien conservé, a sa propre fortification. Tu me montres l'acropole? Voilà. Bien. Oui. Voilà, là on se trouve à l'acropole, on rentre dans la grande basilique, c'était le centre de Tsaritchingrad, le centre de l'archevêché de Justiana Prima. Elle est immense cette basilique. Oui, il y avait en plus, on a l'idée qu'il y avait une grande mosaïque, qu'il y avait des mosaïques aussi dans les autres parties. Ce qui est important aussi, c'est que en fait, Tsaritchingrad a un site important parce que, à part cette église, il y en a encore 9 églises à l'intérieur du site et 5 églises dans les alentours. Ça fait une quinzaine d'églises aux alentours de Tsaritchingrad. Alors l'idée de Justinien, c'était de évangéliser en fait cette terre et de faire de ce site un site de pèlerinage et de cette manière de garder en fait une mémoire en son nom, mais aussi en la religion chrétienne. Voilà, là on passe de la ville haute dans la ville basse, on passe par la porte principale. Une grande porte ici, c'est ça? Voilà, une grande porte et on rentre dans la ville basse avec ses propres églises. On se met ici? Oui, dans les pierres, dans l'atrium. De la basilique en transept. Pourquoi ce site il est important pour l'histoire de la Serbie? On peut comprendre la fin de la civilisation antique dans les Balkans, mais aussi d'essayer de comprendre l'arrivée des Slaves. Et l'idée, c'est d'essayer de comprendre en fait, ce changement de population qu'il y a eu dans les Balkans à la fin du 6e, au début du 7e siècle. On a quelques traces de Slaves qu'on trouve à Tsaritchingrad, mais c'est vraiment tellement des petites traces qu'on ne peut pas bien sûr analyser, on ne peut pas comprendre encore comment en fait cette civilisation a disparu, comment ces contrées ont été dépopularisées et comment les gens ont disparu d'un coup et ont abandonné cette grande ville, mais pas seulement cette grande ville, mais les autres villes des Balkans. Qu'est-ce que la connaissance de la langue française t'a apporté dans ta carrière d'archéologue ici en Serbie? Juste de travailler, la possibilité de travailler avec les collègues français, d'écrire en français, mais aussi surtout de lire en français. Alors c'est ça, c'est très important, parce qu'aujourd'hui on ne peut pas être archéologue sans connaissant le français, l'anglais, l'allemand aussi. L'archéologie française est présente dans les grands sites en Europe, en Asie, partout dans le monde, et ça vous offre une possibilité de retrouver en fait ce que vous avez appris dans l'école et de suivre cette langue. Mes parents étaient francophones, ma fille est aussi francophone. Elle parle français, elle a terminé l'école française à Belgrade, alors c'était une tradition. Une tradition familiale. Une tradition familiale. Et de l'autre côté, il faut que j'ajoute, mon grand-père était sur le front de Thessalonique avec les soldats français. Il a beaucoup parlé en fait de ces soldats français à Thessalonique lors de la Grande Guerre. Mais je crois qu'on ne perd pas quand on apprend une langue, on gagne beaucoup. Je suis dans la région de Negotin, c'est une région viticole, et pour me faire découvrir le vin serbe, qui n'est pas très connu, je vais rencontrer Kristina, elle est œnologue et elle m'a donné rendez-vous dans ses vignes. Salut Kristina. Salut Ivan. Ça va? Ça va et toi? Super. Ah oui, c'est 3 bises en C'est Serbie. 3, c'est ça. Je venais en voiture là, j'ai vu qu'il y avait des vignes partout dans la vallée. Oui, ici on est à Smedovac, un des 3 villages de la région de Negotin connu par les bons raisins et les bons vins, et surtout pour les pivnica.
C'est quoi les pivnitsa? Ce sont des bâtiments en pierre calcaire, construits à partir du début du 19e siècle. Ce sont des petites caves. Et la construction de ces bâtiments, c'était possible aussi grâce aux Français. Ah bon? Pourquoi? Oui, parce que pendant les périodes de phylloxéra, quand La maladie? La maladie, c'est ça, oui. Quand elle a détruit presque tous les vignobles en Europe, ici, ça arrivait un peu plus tard. Donc les Français venaient ici pour acheter les vins. Et les payaient bien cher. Donc c'était un Napoléon 50 litres. Je pense qu'à l'époque, c'était Pas mal d'argent. pas mal. Donc c'était l'âge d'or des vignerons ici. C'est ça, c'était les périodes d'or de la région de Négotine. La Serbie n'est pas vraiment connue pour être un pays du vin. Malheureusement, non. La Serbie était un pays viticole, mais on a subi des périodes de crise, de guerre, donc là on a perdu un peu l'esprit. Mais ça fait 10 ans que la scène viticole est en train de changer. Donc on est tourné plus vers la qualité que la quantité. Et donc toi ce que tu veux c'est remettre la Serbie sur la carte du monde du vin, c'est ça? C'est ça, parce que j'ai voyagé un petit peu, j'ai travaillé dans différents pays et j'ai vu que la Serbie n'a rien à envier aux autres pays. Tu me montres une pivica? Bien sûr. On y va? On y va. Et ça c'est typiquement serbe, la pivica. C'est typiquement serbe et typiquement d'ici, de la région. Christina n'est pas née dans une famille de vignerons. Quand elle était enfant, ses parents ont immigré en Italie où elle a découvert le monde du vin. Elle y fait des études d'œnologie, puis elle effectue des stages dans des domaines en Sardaigne et dans le Beaujolais. Son diplôme d'œnologue en poche, elle fait le tour du monde, du Chili en passant par l'Espagne, la Californie, la Nouvelle-Zélande, jusqu'en France où elle devient maître de chai dans une cave familiale. Mais Christina a toujours eu l'idée de revenir en Serbie. Elle a posé ses valises près de Négotine et a acheté des terres pour faire du vin bio. Elle a rapidement été adoptée par les habitants. Elle intervient en effet comme experte dans plusieurs caves pour lesquelles elle apporte ses connaissances et son savoir-faire acquis lors de son tour du monde des vins. Comment il s'appelle ce village? Ça s'appelle Rajac. Rajac. C'est ça. Et Raj en serbe, ça veut dire paradis. Donc on est au paradis. On est au paradis. Il est très mignon ce village. Il est mignon. Ce village est consacré au vin. D'accord. Personne habite ici? Non, personne n'a jamais habité ici. Parce qu'avant, les gens ils avaient des animaux. Et c'est important de maintenir les vins séparés des animaux. D'accord. Parce qu'ils absorbent les odeurs. Et voilà, une pivnica. D'accord. Ça, c'est une pivnica encore active. Et on va rencontrer Jelena. Jelena, elle est la 7e génération de vignerons. De vignerons. Oui, D'accord. c'est ça. Et ciao Jelena. Bonjour. Bravo. Bravo. Et voilà, Jelena, la 7e génération de vignerons. Il fait frais ici, Christina. Il fait frais. Comme tu vois, les pivnices sont tous enterrés pour maintenir la température. Et tu vois ici, il y a des petites fenêtres, donc Ouais. les raisins, dans le passé, arrivaient par ici et donc par gravité tombaient dans les cuves. Et tu vois, la pierre, c'est une pierre calcaire qui maintient bien l'humidité. Ça, c'est aussi très important pour faire le vin. Elle date de quand, ces pivnitsa? C'était construit en 1875 à peu près. Donc c'était son grand-grand-père qui a construit ça. Son arrière-grand-père, d'accord. Et Elena, elle a décidé de revenir. C'est ça. Elle a travaillé comme journaliste dans Belgrade, Novi Sad, mais elle a décidé de reprendre le domaine familial parce que son père, il est resté toute seule. Donc elle est revenue ici juste pour aider, mais après elle a compris que ça, c'est cette passion. Et ça, c'est important que des jeunes Serbes, et surtout des femmes, reviennent dans les villages et continuent à faire vivre ces exploitations. C'est très important parce que les villages et la tradition est en train de mourir. Et c'est triste parce que ça, c'est un patrimoine culturel très important. Donc c'est important pour nous de les maintenir vivants. Šta je to sad? Ma, Krenulo da se desi. pa jeste. Šta mu fali? Jel osjećaš nešto čudno na nosu ili u ustima? Pa ne, čak počeo da se razvija miris. Da, jeste. Christina, d'où vient ta passion pour le vin? C'était le destin, je trouve, parce que j'ai choisi d'étudier œnologie et viticulture par hasard, mais quand j'ai fait la première vendange, j'ai compris que c'était mon chemin. Pourquoi? J'adorais jouer avec les pompes, mettre mes mains dans les vins. J'ai la passion du vin dans les sangs. C'est un travail, c'est très passionnel. Et ça change, pendant l'année, ça change. Tu as du travail physique, tu as du travail de la tête, et à la fin, tu as la satisfaction, le plaisir dans les verres. Et je trouve que c'est une très belle communication avec les sols, la nature.
Et puis il y a beaucoup de femmes qui travaillent dans ce domaine du vin ici en Serbie. Il y a beaucoup de femmes dans le monde du vin, surtout dans ces villages. Des femmes dans la cave, dans la gestion, dans la vigne, qui sont en train de maintenir vivant tout ça. Et qu'est-ce que la connaissance du français t'a apporté dans ton métier d'œnologue? Il m'a apporté beaucoup parce que je travaille avec des Français et j'espère un jour de vendre mes vins en France, donc de travailler avec des importateurs français. J'espère que m'apportera aussi quelque chose dans le futur. Si tu avais un mot, Christina, pour définir le vin serbe, ce serait lequel? Unique. Mais unique parce que c'est différent, donc c'est l'expression des terroirs d'ici. Et comment on dit santé en serbe? On dit živeli. 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 Santé. Živeli. Voilà, j'espère que ce voyage en francophonie en Serbie vous a plu. Alors, je n'ai qu'un seul conseil, venez découvrir ce pays profondément authentique. Vous serez surpris par sa nature, sa culture et la gentillesse de ses habitants. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle destination. D'ici là, portez-vous bien où que vous soyez sur la planète francophone. Do viđenja, salut!